Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de me recevoir partout où vous vous trouvez. En tout cas, l'actualité de l'Ukraine est capitale pour Mag Le Bazar. Il faut dire que plus de 2 semaines déjà, depuis le lancement des hostilités, pourquoi pas des combats dans toutes les villes de l'Ukraine. En tout cas, une guerre qui oppose, il faut le dire, la Russie et l'Ukraine. Une guerre qui ne cesse d'attirer l'attention des médias du monde. Une guerre qui a démontré aujourd'hui la puissance russe sur celle de l'Ukraine qui n'arrête de résister. Une guerre qui met en tout cas aux prises les diplomaties du monde, les stratégies, ainsi de suite. Le constat fait, c'est que les différents bombardements ou la quasi-totalité du bombardement des villes a vidé ces dernières de ces populations. Les populations qui aujourd'hui se retrouvent au niveau des frontières. Mais la presse internationale a eu à nous présenter des mauvais traitements subis donc par les étrangers, plus précisément les Africains. Ce qui interpelle les Africains plus précisément, car en temps de guerre, on se dirait pourquoi de tels traitements qui ont été taxés de racisme. Est-ce réellement le racisme? Est-ce que l'Ukraine fait preuve réellement de racisme ou encore est-ce que l'Ukraine a une culture de racisme? Pourquoi nous avoir bombardé ces images, surtout à l'Afrique? Voilà des interrogations que nous nous posons présentement pour tenter de comprendre au regard des commentaires que nous arrêtons de suivre, je veux dire. Et pour ce faire, j'ai invité sur ce plateau des personnes, en tout cas à mon avis, un peu spéciales, vu leur titre. Et j'ai reçu donc Alexis Bogo, qui n'est plus à présenter, hein, il est panafricaniste et qui évolue présentement, comme vous le savez bien, à la DRTV. Bonjour mon cher frère. Bonjour Romy. Et vous savez pourquoi vous êtes là? Bien sûr. Voilà, la question du racisme, en tout cas, vous avez toutes les armes pour l'aborder. En tant que panafricaniste et partant en tant qu'avocat défenseur de l'Afrique. Merci bien. Monsieur Gakosso, Obombe Gakosso, il est panafricaniste pour ceux qui ne le savent pas. En tout cas, une fois de plus, il revient sur ce plateau pour analyser avec nous cette question. Merci mon cher frère. Et bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Monsieur Armel Malela, qui n'est pas aussi à présenter, mais j'ai toujours dit, il est du côté du droit, de la légalité. Il est défenseur des droits de l'homme. Bonjour, maître Armel. Bonjour, bonjour, monsieur Romic. Alors, chers téléspectateurs, vous comprenez la raison d'être de ces 3 messieurs sur ce plateau, c'est pour examiner cette question du racisme constaté en Ukraine. Autrement dit, du traitement qu'a subi ou qu'ont subi nos populations là-bas en Ukraine au niveau des frontières. Et à titre de rappel, nous avons voulu faire participer, ou nous allons faire participer les Congolais de l'étranger dans cet échange. Autrement dit, Mag Bazar sera en contact ou en téléphone vert avec ces derniers. Nous aurons donc Ted Koppel, un Congolais qui est aux États-Unis. Également, Madame Ponel, elle est de Paris. L'écrivain Osoma, qui est de Paris. Et Maître Oukilas, qui est de Paris également. Des Congolais qui ont certainement une autre vision de la chose par rapport à nous. Alors, chers amis, pour tout commencer, nous sommes en train de suivre le déballer ou l'évolution de cette guerre hein, qui va dans tous les sens, qui nous laisse tous dans les incertitudes. Alors, pour tout commencer, le panafricain, qu'est-ce que tu peux dire, que pourrais-tu nous dire des raisons de cette guerre? Bon, on ne va pas réinventer la roue, Romic. Je crois que si France 24 et les autres qui sont habitués à nous tromper, nous ont bien trompés, ils ont bien menti, mais les réseaux sociaux ont pu nous permettre de découvrir les raisons exactes de ce conflit. Et on sait que, grosso modo, c'est la Russie qui se met sur la défensive face à la montée des États-Unis et de l'OTAN qui veulent carrément venir s'installer à ses frontières. Et il fallait à ce moment précis que des dispositions pratiques soient prises pour que demain, la Russie ne soit pas surprise par une attaque venant de l'OTAN hein, qui serait venue comme ça, là, camper carrément à l'Ukraine. Et donc, à ce moment-là, nous ne passons pas par 4 chemins pour dire que
c'est de la légitime défense, sauf avis contraire, sauf démonstration contraire. C'est une réaction de Poutine à la menace de l'OTAN. Alors, M. Armel, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous avez la même vision, le même regard que l'autre? Bon, ben, s'il faudrait aborder cette question sur le conflit russo-ukrainien, bon, ben, les origines de ces conflits sont un peu lointaines. Sont un peu lointaines, parce que, à ce que je sache, je pense que cela remonte depuis le 21 novembre 2013. 2013, suite au refus du gouvernement ukrainien de pouvoir signer l'accord d'association avec l'Union européenne. Donc, s'il faudrait remonter, je pense que ce n'est pas maintenant, mais il y a longtemps que cela a commencé. Donc, il y a des causes lointaines. Des causes lointaines, bien sûr. Donc, ce n'est pas maintenant que cela a commencé. Donc là c'est juste vraiment le vase qui a débordé. Mais sinon, il y a longtemps que cela a commencé. En tout cas, c'est ça a commencé. Et pour essayer de recadrer, c'est vraiment un conflit diplomatique et militaire. Conflit diplomatico-militaire. Monsieur Obama. Vous savez, lorsque vous prenez un environnement où vous avez du gasoil ou du diesel, du kérosène, la moindre tige d'allumette qui passe par là va tout embraser. Absolument. Toutes les conditions étaient réunies pour qu'il y ait cet embrasement. Je dis bien toutes les conditions. Grâce aux réseaux sociaux, on va encore le dire, parce que nos mémoires oublient. Oui. Mais les réseaux sociaux nous permettent de nous souvenir. On nous ressort régulièrement des vidéos où l'on nous montre des responsables russes, occidentaux, en train de tirer la sonnette d'alarme. Attention, il faut respecter les promesses faites à la Russie. Attention, il faut respecter. L'Occident, avec comme chef de file les États-Unis, et ses valets, la France, l'Angleterre, l'Italie, etc., n'ont pas respecté les accords qui ont suivi l'implosion de l'URSS. Il était clairement dit que l'OTAN ne devait pas approcher les frontières terrestres de la Russie. L'OTAN s'est installée en Lituanie. Les Russes n'ont rien dit. L'OTAN s'est installée en Lettonie, en Estonie. Quand vous regardez la carte de l'Europe du côté du Nord, ces trois petits pays, c'est rien du tout, c'est peut-être la taille de la Likwala ou quelque chose comme ça, ou de la cuvette, sont frontalières de la Russie. Mais à un moment donné, quand ça touche à l'Ukraine, je répète, l'Ukraine, c'est le berceau culturel des Russes. C'est-à-dire que quand on parle de ce conflit, on oublie toujours de signaler, de rappeler que les Ukrainiens et les Russes sont un même peuple, ce sont des Slaves. C'est blanc, bonnet, bonnet. Et je répète, le président Zelensky parle mieux le russe que l'Ukrainien. Tout le monde en Ukraine parle le russe. Je dis bien tout le monde. Lorsque Zelensky parle en ukrainien, les Ukrainiens qui connaissent bien la langue sourient. C'est comme si vous prenez un enfant à qui vous apprenez le mbonzo à Brazzaville, il bricole, vous l'emmenez au village, tout le monde va se mettre à rire. Ce n'est que normal. Et malheureusement, quand on ne respecte pas sa parole, voilà ce qui arrive. En politique, il faut respecter sa parole. C'est la plus grande leçon à tirer. Et malheureusement, Poutine leur a dit, les sacrifices de nos pères, de nos grands-pères, ça ne peut pas passer ainsi. Poutine a 70 ans cette année. Il est issu de parents qui ont subi, qui ont vécu la guerre de 39-45, de 14-18. Et il y a des choses qu'il ne peut plus accepter, surtout en termes d'humiliation. On dit même que ce n'est pas un homme de notre époque. Non. Ah non. Voilà. Alors, merci bien. Alors, nous allons partir comme promis du côté de l'Hexagone pour échanger, écouter l'avis de Ted Koppel. En tout cas, Ted Koppel, comme promis, vous êtes certainement en direct avec nous. Vous êtes aux États-Unis. Alors, vous nous suivez également à travers les réseaux sociaux. Présentement, vous êtes en ligne. Alors, qu'est-ce que vous en dites, Ted Koppel, sur les raisons de ce conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine? Quelle est votre analyse, Ted Koppel? Bonsoir Romik, bonsoir à vos invités sur le plateau, bonsoir également à tous les téléspectateurs du Grand Bazar qui vont avoir la chance de nous suivre aujourd'hui sur un sujet assez préoccupant pour les Africains et pour l'Afrique, car vous le savez, un adage qui dit lorsque les éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. C'est un sujet très préoccupant, mais difficile de porter une analyse aussi profonde parce que le maître du jeu dans cette guerre, c'est Vladimir Poutine, un homme qu'on définit comme imprévisible,
tout se passe dans sa tête et donc il est difficile aujourd'hui de savoir jusqu'où il peut arriver. C'est vrai que le but ultime, c'est de prendre tout le pays de l'Ukraine, mais est-ce qu'il va s'arrêter là? Difficile de savoir. Alors, vous me posez la question de savoir si ce qu'il pose comme acte aujourd'hui est légitime. Est-ce que la Russie a la légitimité d'envahir l'Ukraine? Je dirais qu'il est difficile aujourd'hui pour nous, à nous tous, de nous accorder sur la notion de la légitimité, parce que là, il faut faire appel à la légalité, il faut faire appel à la politique également, et même à l'éthique, parce que ce sont les vies humaines qui sont mises à mal. Et la légalité, non. L'Ukraine est un pays souverain, donc aucun autre pays devait se prévaloir le droit d'aller bombarder un pays souverain. Mais sur le plan politique, peut-être, la Russie peut justifier cela, parce que souvenez-vous, en 2003, les États-Unis ont justifié leur invasion, la guerre en Irak, parce qu'ils se sont dit que l'Irak détenait des armes nucléaires, donc il fallait bombarder. Donc la Russie aujourd'hui, selon la même jurisprudence, toute proportion gardée, la Russie aussi peut justifier, peut légitimer son intervention en Ukraine. Alors, Ted, je vous en prie, vous gardez contact avec nous et je reviens sur le plateau. Voilà, question de légitimité. Je venais de suivre Bambé qui expliquait bien cette légitimité qu'a la Russie de pouvoir envahir, bien sûr, parce qu'il va de la sécurité de son territoire. Maître Armel, qu'est-ce que vous en dites? Vous pensez que pour question de protection de son territoire, fallait-il envahir tout un État qui, à mon avis, me semble-t-il, pour certains d'ailleurs, un État indépendant, un État libre, comme l'Ukraine, souverain d'ailleurs? Bon, ben, je ne saurais me prononcer sur cette question parce que c'est d'emblée, j'ai dit que ce conflit est un conflit diplomatique et militaire. Donc, sur les questions de droit, parler de la légitimité sur ce point, vraiment, je ne saurais me prononcer. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons pas vraiment la véritable raison fondamentale qui a poussé vraiment Poutine à pouvoir engager ce conflit-là. Parce qu'il y a quand même eu... ils ont quand même essayé un peu de stopper cela. Le président Macron est arrivé, il y a des présidents qui ont intervenu à plusieurs reprises. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il est allé jusqu'à déclencher cette guerre. Donc ça veut dire qu'il a des raisons. Mais vraiment, sur la base de la légitimité, je ne saurais me prononcer. Alexis, vous pensez? Moi, j'aimerais dire quelque chose. Vous savez, l'Afrique souffre du fait que nous n'arrivons jamais à appeler chien par chien et chat par chat. Donc, notre frère, notre frère, il est congolais, il est aux États-Unis. Et on rappelle, c'est un journaliste. Mais voilà, il est journaliste. Le fait qu'il parle dans l'à peu près, nous en tant que panafricanistes, on n'aime pas ça. Quand il y a un problème, si l'un a raison et l'autre a tort, objectivement, et c'est clair et net, on dit voilà, il a tort. Voilà l'agresseur, voilà l'agressé. Zemmour l'a dit, il est candidat à la présidence en France. Il a dit, attention, ce n'est pas Poutine qui est l'agresseur, c'est Poutine la victime. Que c'est parti d'ailleurs, qu'on n'a pas respecté ci et ça. Alors aujourd'hui, que quelqu'un dise qu'on n'est pas, avec tout le respect que je dois à Maître Armel, je sais que lui met des gants, parce que sa fonction l'oblige. Mais nous les panafricanistes, nous ne sommes pas obligés de dire qu'on n'a pas encore compris. On a déjà tout compris. Si nous ne comprenons pas en Afrique pourquoi Poutine s'est levé pour répondre à la provocation de l'OTAN, est-ce que nous comprendrons demain si on vient encore envahir l'Afrique et nous remettre au fer? C'est maintenant qu'on doit appeler chien par chien et chat par chat. Donc dans cette affaire, l'OTAN est l'agresseur et Poutine est comme ça là, la victime. Et heureusement qu'il a les capacités de réagir et il a réagi. C'est tout, il faudrait qu'on le reconnaisse. Voilà, effectivement, pour les téléspectateurs qui ont fait des remarques d'énervement, en tout cas, il faut le rappeler, une mise au point. Le débat est facultatif. C'est chacun qui vient avec
son avis. S'il y a contradiction, ça sera par non, ce n'est que normal. aux avis. Ce n'est que normal. Voilà. S'il n'y a pas contradiction aussi, mes invités sont libres. C'est chacun qui a son avis. Non, ce n'est que normal. Et vous également. Nous aussi, on a raison de nous indigner voilà. En tant que panafricanistes. Aujourd'hui, lorsque vous essayez, c'est vous, les journalistes, nous suivons à la presse. Absolument. Et la presse, tant nationale qu'internationale, les jeux sont maintenant braqués sur l'Ukraine. Mais on se rend compte que chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Donc, à suivre, mon frère Alexis, et quand il dit aujourd'hui que voilà, Poutine est la victime, je ne sais pas, il se fonde sur quoi? Parce que chacun tire la couverture de son côté. Chacun tire la couverture de son côté. Lorsqu'on va en Ukraine, ils veulent tirer, ils disent que c'est la victime. Lorsqu'on arrive là-bas, que voilà, donc je ne sais pas vraiment sur quelle base on va se Voilà, effectivement, c'est ce qui crée la diversité des points de vue. Voilà. Parce que chacun a sa manière d'analyser la question et chacun joue à son intérêt, ce qui est normal parce que nous, par exemple, nous sommes en face de deux partenaires. Le Congo est en face de deux partenaires. La Russie, la France, bien impliqués. C'est les seuls deux partenaires. Et on arrivera là, on y arrivera, mais on va de l'autre côté de Paris. Alors, Ponel, je sais que vous nous attendez depuis longtemps. Ponel, voilà, votre avis sur cette question, et vous êtes en train de nous suivre. Est-ce que la Russie, il faut revenir, est-ce que la Russie est légitime de pouvoir envahir l'Ukraine? Ponel. Bonjour Mac Bazar, bonjour Romik Okilas. C'est toujours un réel plaisir de participer de loin cette fois-ci dans l'émission Mag le Bazar. Nous ne vivons pas l'actualité de la même façon que vous. Vous savez, je ne veux pas relater l'existence, voire le conflit qui existe depuis des siècles entre ces deux blocs. Donc vous voyez très bien que le conflit, il date pas d'aujourd'hui. Dans ce conflit, chacun a ses raisons, certes. Mais est-il qu'au-delà de nos raisons, bien fondées, qu'importe, d'envahir un autre pays? Parce qu'après les guerres mondiales, ils se sont concertés pour pouvoir gouverner ensemble dans un monde meilleur, où ils se sont créés des lois, des droits à ne pas franchir. Mais il semblerait que cela s'applique aux uns, mais pas aux autres. Je pense, sur le plan du droit international, aucune invasion d'un pays par un autre peut être qualifiée de légitime. Aucune. Aussi, pas légitime l'invasion du Qatar par l'Irak ou celle de l'Afghanistan par les USA du 7 octobre 2001 au 30 août 2021. Vous voyez très bien que le mot invasion importe ceux qui l'emploient en leur faveur ou défaveur. Je pense que si les États pouvaient respecter vraiment ce droit international, il n'y aurait pas cette violation. Je vous prie, vous gardez contact avec nous. Avant de revenir sur le plateau, nous allons écouter un autre qui vraiment n'arrête pas de nous appeler là. Il doit être en route même pour la campagne. Monsieur Osoma, l'écrivain congolais, en tout cas vous êtes en train de nous suivre de près. Quel est votre avis par rapport à ce que le plateau a déclenché, a eu à dire, et ce que vos prédécesseurs ont eu à dire? Il faut rappeler que vous êtes écrivain congolais, vous êtes basé à Paris. De l'Ukraine dans l'Union européenne, ce n'est pas pour demain. Donc il n'y a pas des illusions à se faire là-dessus. Parce que l'adhésion à l'Union européenne est subordonnée à tout un éventail de principes et de traités internationaux, à savoir la primauté du droit européen sur le droit ukrainien, la démocratie effective, les droits de l'homme. Tout ça, l'Ukraine n'est pas encore prêt. Et ensuite, il y a des étapes, l'approbation par le Parlement européen, par la Commission de Bruxelles. Donc tout ça, ça prend du temps. Même si, par ailleurs, la demande peut être compréhensible au regard de l'urgence provoquée par la guerre. Mais là, c'est plutôt une démarche pour le président ukrainien qui cherche en fait une protection internationale parce que sa vie est menacée par Moscou, puisque en cas d'invasion de Kiev, il risque d'être soit tué, soit capturé. Donc le président ukrainien en ce moment-ci, il est en danger, ça on le sait, mais aussi il est en quête d'une protection internationale européenne.
Alors, On revient, merci en tout cas, merci Richard Osoma, merci les autres. Alors nous revenons, vous avez suivi nos frères congolais, congolaises de l'étranger. À propos, donc maître, vous disiez que c'est un conflit d'intérêts et chacun l'analyse avec ses intérêts. Monsieur Obamé, qu'est-ce que vous en dites? J'ai surtout envie de réagir d'abord au propos de la dame, c'est Ponel, c'est ça? Ponel, oui, Ponel. J'ai tiqué, j'ai souri quand elle a parlé du droit international. Je fais partie de ces ignares du droit. Oh là là. Non, non, j'insiste. De ces ignares, hein? De ces ignares du droit qui tous les jours se posent des questions sur le droit. Oui. Je répète, je suis ignare, je ne connais rien, je ne sais rien du droit. Maïotissi. Mais j'ai une certitude. Le droit international, c'est une chimère. Le droit international est un habillage. J'ai même envie de dire juridique. Mais en face d'un avocat, je ne me permettrai pas parce qu'il va dire, oh, quel oxymore. Le droit international est un habillage créé par certains qui ont gagné la guerre ethnique de 39-45 pour servir en permanence leurs intérêts. Et lorsque leurs intérêts se retrouvent en contradiction avec ce même prétendu droit international, ils prennent ces textes, ils posent sur leur siège et s'assoient dessus. Depuis 1945, prenons cette date. Dans 3 ans, ça fera 80 ans. Je serai bien en peine de vous citer, parce qu'il me faudra plusieurs jours, ces étapes, ces moments, ces périodes où ces États ont foulé au pied le droit qui se sont permis d'appeler international. Ronald Reagan a fait bombarder la Libye de façon unilatérale, tuant au passage la fille adoptive de Muammar al-Kadhafi. Ça n'a provoqué aucun sourcillement de la part de ses vassaux en Occident. Ça, c'est un exemple que je cite. Monroe a dirigé les États-Unis et il a créé une doctrine qui dit que du Canada, donc de tout le continent américain au nord, jusqu'à la pointe de feu, vers l'Argentine et le Chili, parce que ces 2 États se partagent la frontière, ça appartient à l'Amérique et que personne d'autre n'a le droit de venir y tousser, ne serait-ce que tousser. Ces gens ont dit, avec les Français, avec les Anglais, nous n'avons pas colonisé le continent africain, nous le connaissons très mal. Donc ça c'est à vous, c'est votre part du gâteau. Vers 60, il y a eu ce qu'on a appelé vulgairement la décolonisation. C'est ça. Mais en réalité qui est une colonisation soft, un peu plus soft je veux dire. Les Américains sont toujours restés dans leur coin et ont laissé les Français et les Anglais continuer à se disputer le continent africain. Sauf que les Anglais sont partis définitivement, sauf au Zimbabwe, au Kenya, en Afrique du Sud, dans certains pays où ils ont gardé des terres. Et jusqu'aujourd'hui. Ce qui fait que la France possède des armées d'occupation au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, etc. etc. J'appelle simplement une armée d'occupation une armée dont la force de frappe est supérieure à l'armée locale. Point. Absolument. Ils n'ont pas besoin d'avoir 10 chars. S'ils sont plus forts que vous sur le plan militaire, c'est une armée force d'occupation. Les Américains, au mépris de ce même droit prétendument international, 2 tours jumelles sont touchées chez eux. On ne sait pas qui a fait. On suppose que ce sont les Saoudiens et autres. Au lieu de bombarder l'Arabie Saoudite, vont bombarder l'Afghanistan. Voilà. Le nombre de morts provoqués par ces gens, je ne sais pas si on pourra faire la population du calculable. Hein, donc, là, cette dame, cette compatriote, voilà, cette dame, lorsqu'elle parle du droit international, moi je me pose la question de savoir de quel droit elle parle. De quel droit elle parle? La Yougoslavie a éclaté en Croatie, Serbie, Monténégro. Aujourd'hui, Serbie à part, Monténégro à part. Bosnie-Herzégovine, etc., etc. Mais l'OTAN a bombardé la Serbie. Des populations civiles ont été bombardées des semaines et des semaines. Aujourd'hui encore, ces gens vivent avec ces séquelles. Combien d'enfants au Japon naissent avec des malformations parce que leurs grands-parents ont subi Hiroshima et Nagasaki? Combien d'enfants au Vietnam naissent avec des malformations physiques, il manque un doigt, il manque un bras, il manque un pied, parce que le napalm américain, au mépris du droit dit international, a été déversé chez eux. Voilà, le Donc, droit international. Je laisse tomber ça. Maintenant, concernant la légitimité, je vous l'ai dit la dernière fois que nous sommes passés avec Alphonse Ndongo et Anissé Boulima. Oui, ici, sur ce plateau. Le droit, si on regarde ce fameux droit international, la Russie a tort.
Mais si on regarde d'un point de vue géostratégique et de point légitime, ce sont des frappes préventives. Je rappelle au passage, je sais que les Congolais sont des grands chrétiens, ils aiment beaucoup Israël, mais Israël fait des frappes préventives tous les jours contre l'Iran, contre la Palestine, etc. Je dis bien tous les jours. Mais ça ne provoque aucun souci. Non. Voilà. Le droit international est respecté. Je veux réagir. Je veux réagir par rapport à ce que... Nous allons clôturer avec... Il y a l'attente du coup de fil. Mon frère Bambé venait de dire. C'est une belle nourriture pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, je m'inscris un peu en faux sur ce que vous venez de dire. Pourquoi? Parce que s'il y a lieu de se poser une question aujourd'hui sur ce qui se passe en Ukraine, c'est pour dire, est-ce que réellement le droit international relatif aux droits humains s'applique actuellement en Ukraine? Mais moi je dis, en quelque sorte, je dis, si aujourd'hui on a créé les couloirs humanitaires, c'est pour faire quoi? Mais c'est pour faire appliquer ce droit-là. C'est parce qu'il y a le droit international humanitaire, il y a le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui existe. Et face à cela, on a créé des couloirs humanitaires. Et en ce moment, c'est pour faire quoi? C'est pour faire appliquer ce droit-là. Donc tout est régi. À ce moment, Maître, nous allons arriver, c'est même l'intérêt du sujet. À ce moment, il faudrait que Maître, ici sur ce plateau, reconnaisse que c'est Poutine qui respecte le droit international. À ce moment. Bon, mais moi, là n'est pas la question. Je viens pour Poutine parce qu'il y a eu des accords. Il y a eu des accords, il y a eu des réunions. Il respecte ses accords. Parce que seul, il ne pouvait pas décider de créer ce couloir. J'ai un autre élément à verser. Le couloir, nous allons revenir sur ce couloir. D'accord avec vous, puisque nous vous faisons confiance, parce que c'est votre domaine. On vous fait confiance. Il y a un élément très important. Donc, je préfère donner la parole à Dominique de Villepin, qui n'est pas russe, mais qui aujourd'hui reconnaît publiquement l'hypocrisie occidentale, l'hypocrisie de l'OTAN avec tous ses parents européens. Il dit c'est à cause... Mais c'est deux villes il le dit. C'est Jean-Luc Mélenchon. C'est pas nous les Africains, c'est pas nous les panafricanistes. Ils reconnaissent qu'aujourd'hui, si notre confrère vient de parler du président ukrainien qui est aux abois aujourd'hui, complètement esselé, il dit que c'est la faute à cette hypocrisie-là. On l'a poussé à la faute, et puis au moment où il s'en va provoquer la guerre, croyant qu'ils vont le protéger, tout le monde est aux abonnés absents. Alors, mon cher frère, c'est ça que l'Afrique doit comprendre. C'est ce que l'Afrique doit comprendre, effectivement. Lorsque nous débattons ces choses, c'est pour donner à l'opinion une certaine perception de la chose. Exact. Parce qu'on rappelle, ça c'est sûr de tout le monde, l'Afrique est bombardée par certains médias. Et quand nous sommes dans une guerre, il y a ce qu'on appelle la guerre médiatique. Nous vivons le siècle de la guerre médiatique. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Et les instruments ont été créés partout dans le monde pour ce faire. Nous avons souvent des médias que nous appelons, par exemple, je me permets, dans ma liberté, que nous appelons confrères. Mais en fait, ça parfois des instruments dirigés contre tel. Bien sûr. Voilà. Et ça, nous devons savoir. C'est des armes de guerre. Les informations sont à creuser, les informations sont à prendre. Vous informez à travers nos débats, ainsi de suite, l'actualité, mais il faut avoir la capacité aussi d'analyse, parce que dernièrement, le plateau dernier... Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Monsieur Obambé, le plateau dernier, j'ai eu trop de coups de fil, mais voilà, le plateau, on m'a dit le plateau était rouge, il était marxiste, ainsi de suite, il était pro-russe. Alors, j'ai dit, mais non, mais c'est facultatif le raison. Alors, pour boucler sur ce point, des raisons, nous allons chuter avec Maître Mouril, et il va nous donner son avis. Il est du barreau de Paris. Ouais. Maître, et vous êtes certainement prêt, vous êtes dans votre cabinet, vous m'avez dit, vous êtes en train de nous suivre. Et donc, quel est votre avis sur cette fameuse légitimité, surtout que vous avez un maître, nous avons notre maître ici. Et nous allons comparer un peu. On va arriver au kilomètre bientôt. Alors, maître, alors, je pense que de deux côtés, lorsqu'on se trouve du côté des pays occidentaux de l'OTAN, on parle d'invasion. C'est tout à fait normal parce qu'il y avait une ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. C'était celle de enrôler, de moins faire adhérer l'Ukraine dans le système OTAN ou bien l'Union européenne. Et ça, les pays occidentaux le savaient depuis belle lurette. Il s'avère qu'ils n'ont pas respecté la parole. D'ailleurs, cette parole-là, elle a été donnée en 1990 au temps de Gorbatchev. Voilà, donc c'est en droit international. Je vous disais qu'il y avait le principe du pacta sunt servanda, le respect de la parole donnée en droit international, et les Occidentaux le savent.
l'a écrit sur tous les toits, on parle d'invasion. Mais du côté russe, il ne s'agit pas de l'invasion. Du côté russe, il s'agit de remettre de l'ordre en Ukraine, comme ils disent, lutter contre les brigades racistes. Mais le problème, c'est que la Russie ne peut pas perdre l'Ukraine. C'est chose impossible. Pour ceux qui ont fait de l'histoire, ils savent qu'en 1962, par exemple, l'URSS, en ce temps-là, avait déposé des fusées ou des armes, en tout cas à Cuba. Les États-Unis ont menacé, il va y avoir une guerre en 1962, et ils n'ont pas accepté qu'il y ait des armes russes à quelques encablures de la Floride. Et c'est la même chose qui se passe. Les Russes ne peuvent pas accepter que l'OTAN et l'Amérique et ses alliés viennent déposer les armes en Ukraine. C'est pour ça qu'on parle de l'invasion. En fait, ça ne s'agit pas d'une invasion. C'est vraiment, c'est un terme qui est tronqué, et ce qui justifie cette précipitation, cette fuite en avant, où ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas s'engager. Les pays occidentaux ne s'engageront jamais dans cette guerre de l'Ukraine. Il leur reste simplement la parole et puis cette menace, enfin pseudo-menace d'envoyer des armes à l'Ukraine. Voilà. Voilà qui a été de l'analyse de Maître Morilo Kilas. Alors, on rappelle, il est du barreau, avocat au barreau. Alors, nous revenons sur ce plateau. Oui. Réaction à chaud. Réaction à chaud. Voilà, moi je voudrais dire rapidement 2 ou 3 choses. La première, c'est que, avant que le maître n'intervienne, la conclusion que j'ai eue, moi, c'est que l'Afrique, normalement, doit être pro-russe. Il n'y a rien à faire. Notre histoire, ce que nous avons vécu, ce que l'Occident impérialiste nous a déjà fait vivre et continue de nous faire vivre aujourd'hui, nous impose à devenir pro-russe aujourd'hui. Ça, c'est la logique. Et puis, j'en profite pour dire que j'aime Maître Kilas, qui vient de parler objectivement, et même du droit international qui nous a divisés sur ce plateau. Comme pour reconnaître avec nous, les panafricanistes et au Bambenga Koso, qu'il n'y a pas de droit international quand les intérêts des Occidentaux sont en jeu. Ils sont capables de tout et ils piétinent tout. Et là, Poutine, à notre connaissance, parce que les Africains, nous ne sommes pas des ignares, nous aussi, on a étudié, on comprend, on connaît le droit international. Nous savons que c'est de la légitime défense. Il vient remettre de l'ordre. Parce qu'en 1962, comme le maître Kilas l'a évoqué, les Russes sont arrivés à Cuba, les Américains ont dit « Oh, mais c'est la porte de chez nous, ça on ne peut pas accepter, sinon il y a guerre mondiale. » Ils ont plié bagages, ils sont repartis. C'est la même chose qui se fait aujourd'hui. C'est les Américains qui arrivent à la porte de la chambre de Poutine pendant qu'il dort et disent « Ah non, ça ne se passe pas comme ça. » Il faudrait se rappeler les accords. Ils ne le veulent pas et lui, il attaque en premier parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Là, il y a même, les Africains ne doivent pas tergiverser. On doit dire, voilà, les Américains et l'OTAN ont tort. Et Poutine a raison. Et nous sommes pro-russes. C'est tout. Alors, moi, j'aime bien d'entendre les panafricains. C'est tout. Mais en tout cas, ce que nous constatons, effectivement, l'Afrique est en train de prendre position. Les Africains, dans chaque région. Et ceci au regard souvent de la politique de ces anciennes métropoles. C'est ce qu'on croit comprendre. Nous avons vu récemment des actions menées au Mali, par exemple. Il y a eu des marches de soutien à la Russie. Nous avons vu beaucoup d'actions. Il va donc de beaucoup de choses. Je crois qu'avec M. Bombé, on aura le temps au moins d'analyser un peu la psychologie et la sociologie de ces populations. Alors, nous rentrons maintenant dans un point clé qui va nous emmener à la chute de notre émission. Voilà le dernier point. C'est celui-là qui nous importe en tout cas. Alors, nous avons tous suivi. C'est pour ça que nous sommes là. Voilà, c'est la raison d'être maître. Avant de rentrer, je ne laisserai pas quand même absolument, c'est votre ce point-là, parce que ce n'est pas du tout important qu'on laisse passer de telles paroles. Parce qu'aujourd'hui... De bonnes paroles pour l'Afrique. Aujourd'hui, pour prendre position, il faudrait connaître les vraies raisons. Mais l'Afrique connaît les vraies raisons, mais vous pensez que les chefs d'État africains ne connaissent pas les vraies raisons? C'est ce que vous voulez nous faire croire. Non, sur ce conflit. Non, que les Africains ne connaissent pas les vraies raisons de la crise. Maintenant, attendez, c'est pas normal. Nous connaissons les vraies raisons. Tout le monde connaît. Les Européens connaissent, les Asiatiques connaissent, les Africains connaissent, tout le monde connaît, les Américains connaissent. Il ne faut pas faire comme si nous, on ne connaît pas. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous n'êtes pas d'accord. C'est le frère Mandela. On connaît. C'est votre point de vue. Aujourd'hui, sur ce conflit russo-ukrainien,
nous nous disons aujourd'hui, nous sommes en train de tergiverser sur les vraies raisons de ce conflit-là. Nous sommes en train de chercher, sur les vraies raisons de ce conflit-là. Donc, prendre position aujourd'hui, c'est vrai. On pensait que c'est trop risqué. C'est tout à fait normal aujourd'hui qu'il puisse se prononcer sur cette question. Ça, c'est son avis, maître. C'est son avis, c'est tout à fait normal. Mais moi, je dis aujourd'hui, la raison n'est pas encore connue. On ne sait pas réellement qu'est-ce qui se passe. On le saura certainement. Nous ne laissons pas passer ça. Oui. Est-ce qu'on peut voter? On peut demander aux gens de voter des résolutions à l'ONU. On fait voter pour ou contre la guerre. Si les votants ne savent pas ce qui se passe, s'ils ne connaissent pas les raisons. Pourquoi on a demandé un vote à l'ONU? Merci bien, monsieur Alex. Non, il ne faut pas prendre l'Afrique comme un petit quelque chose de rien du tout. Oui, mon frère. Non, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Oui, vous n'êtes pas d'accord. On n'est pas d'accord avec ça. Sur cette question de vote, à l'ONU, on arrivera. Nous nous sommes rendus compte aujourd'hui. Vous savez, on aura une deuxième partie. C'est ce que je l'ai dit, mais monsieur Ahmed. Faites-nous au moins 7 plateaux. La guerre, elle est bombardement. Il y a des pertes en vies humaines. J'en arrive. S'il vous plaît, c'est ce que nous allons toucher maintenant. Oui, monsieur Bambé. Rapidement, puisque c'est passionnant. Voilà, la fureur africaine. Voilà. En 1966. Ne développez pas trop. Non, rapidement. En 1966, le Portugal avait encore ses colonies en Afrique. Une résolution africaine est déposée à l'ONU pour condamner les crimes commis par le Portugal en Afrique et le fait que le Portugal refusait de décoloniser. La France avait voté contre cette résolution. Exact. En tout cas, et ça, c'est l'histoire. Je m'arrête là. On y reviendra. Alors, cette fois-ci, nous allons toucher la question du racisme. En tout cas, ce qui nous importe. Alors, nous avons suivi comment les médias nous ont présenté la situation. Nous avons suivi des témoignages et nous avons vu à travers les médias des Africains tirer des valisettes à des kilomètres et des kilomètres à côté des couloirs des véhicules. Qu'est-ce qui ne va pas? Et ces villes, au moment où les villes sont bombardées, le réflexe de tous les êtres humains, c'est de se sauver les vies. Mais pourquoi donc les Africains ont subi de tels traitements? Et quelle est la responsabilité des États africains? Et c'est ça qui nous pousse à nous interroger, parce que nos diasporas africaines sont de partout. Ils vont pour les bienfaits, ils vont pour des formations, ainsi de suite. Est-ce que l'Afrique mesure un peu les risques d'envoyer ses enfants loin? Est-ce que nos politiques anticipent? Et est-ce que nos politiques mettent en place des mesures de prévoyance pour protéger ces populations? Non. Et avant de rentrer là-dedans, nous allons partir au niveau de la régie. Nous allons suivre la réaction d'un jeune victime, en tout cas, sur le terrain là-bas, qui sortait de l'Ukraine pour la Pologne. La régie, s'il vous plaît. Oui, bonjour monsieur, bonjour les autorités ivoiriennes, bonjour aussi les autorités africaines. Vraiment la situation que nous vivons ici en Ukraine, c'est-à-dire près de la frontière polonaise, c'est très difficile. Depuis avant-hier, on est sur pied, on est en train de fuir les bombardements que vous connaissez en Ukraine. Donc on est arrivé aujourd'hui à la frontière polonaise, mais les étrangers n'ont pas le droit de franchir la frontière. C'est-à-dire que nous allons rester ici dans le froid. Donc ce qu'on souhaiterait, c'est de solliciter votre aide. Moi, à l'état civil, je me nomme Mouaïnkwado Siméon, j'ai fini tous mes diplômes et j'avais décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. J'ai déjà acheté mon billet d'avion pour le 1er mars, mais compte tenu de la situation, je ne peux pas rentrer. Donc on est quitté à Kharkiv. On a parcouru plus de 800 km. Et puis quand on est arrivé à Lvov, on a emprunté un bus. Après 15 km de route, nous a laissé et puis on a parcouru plus de 65 km à pied. Et voilà qu'on arrive à la frontière. On n'a pas le droit de traverser la frontière. Pourquoi? Parce que les autorités de l'Union africaine n'ont pas mis des équipes en place pour accueillir ces ressortissants. Parce que toutes les autres personnes ont le droit de traverser. C'est-à-dire les ressortissants de l'Union européenne ont le droit de traverser. Mais nous, on n'a pas le droit de traverser. Nous les Africains, on n'a pas le droit de traverser. Donc voilà la situation. Je vous présente les images tout à l'heure. Voilà, tout ce que vous voyez là, ce sont des étrangers. Voilà, nous sommes des Africains. Tout ce que vous voyez, voilà.
Donc nous, on n'a pas le droit de traverser. Actuellement, il fait beaucoup froid. Il fait froid en Ukraine ici. Donc ce que on vous demande, c'est de nous venir en aide. C'est de nous venir en aide. Voilà, le cri du cœur d'un Africain. Moi, je sais que les situations sont en train d'évoluer. Les officines politiques, diplomatiques se battent au regard quand ils ont suivi les images. Et ils se battent, les États se battent pour trouver des solutions. Il y a certains États du Sahel qui sont déjà partis, le Gabon, ainsi de suite. Mais nous touchons la réalité que nous venons de suivre. Ça, c'est une réalité vécue qui prend la parole le premier. Voilà, monsieur. Chacun faudrait la prendre, mais... Voilà. Okay. Bon, ben, c'est vraiment très désolant aujourd'hui de vivre des scènes, moi je dis des scènes horribles comme ça, parce que ces États-là sont partie prenante de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants. Très bien. Donc, ils sont partie prenante de ces États-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Lorsque vous êtes partie prenante, c'est de mettre en application ce que vous avez déjà eu à ratifier. Donc, lorsqu'il ne le faut pas en ce moment, ça veut dire qu'il faut fameux droit international. Bien évidemment, ils doivent mettre en application ces accords-là. Et là, en ce moment, interviennent. Pourquoi seulement les étrangers qui ne doivent pas franchir la frontière? Les Africains. Les Africains. Bien évidemment. Lorsqu'on parle des étrangers, on voit beaucoup plus des Africains. Pourquoi seulement ces Africains-là? Alors qu'aujourd'hui, il y a cette convention-là qui est ratifiée. Pourquoi cela? Ce que vient à dire aujourd'hui qu'ils sont en train de violer les dispositions. Donc, on appelle aujourd'hui à la responsabilité de ces États-là à pouvoir mettre en application les conventions qu'ils ont eu à ratifier. Et ils doivent respecter cela. C'est anormal de vivre cela. En notre siècle, c'est anormal, mais comment? Comment? Les siècles passés, peut-être, on pouvait essayer de regarder, il n'y avait pas de... Mais là, il y a des normes. Et il y a des normes, il y a le droit qui régit ces normes-là. Mais lorsqu'ils ne mettent pas en application, en ce moment, les voix doivent se monter de partout dans le monde pour dénoncer ce genre de comportement. Oui, merci bien. C'est ce que vous êtes en train de faire d'ailleurs, M. Obambi. Bon, en tout cas, je suis très content d'entendre M. Malela. Je ne vais pas répéter tout ce qu'il a dit. Parce que à ce sujet, sur ce plan, il a dit l'essentiel. Et nous sommes tous d'accord avec lui. Oui, on est d'accord. Vous savez, je vais un peu réitérer mon propos tout à l'heure. Il y a le droit, il y a la réalité sur le terrain. Il y a des gens qui signent parce qu'on leur a demandé de signer. Il y en a qui signent par conviction et qui meurent, et d'autres remplacent. L'État, c'est une continuité. Oui. Je vais être dur, mais moi, je ne compte pas sur ces peuples pour appliquer le droit prétendument international. Je ne crois pas. C'est violeur du droit international. Ce sont eux qui ont provoqué la guerre de 14-18, avec les dizaines de millions de morts que nous connaissons. Ce sont eux qui ont provoqué la guerre de 39-45. Ils sont allés provoquer la guerre en Indochine, au Vietnam, en Algérie. Vous remarquerez que lorsque les Africains se font la guerre, c'est entre nous. Hein. On ne va jamais faire la guerre ailleurs, on ne va jamais guerroyer ailleurs. C'est entre nous. C'est toujours eux qui partent de Washington, de Paris, de Londres, pour aller provoquer des guerres ailleurs. Malgré tous les textes qui existent. Mais ce n'est pas leur problème, ça ne les intéresse pas. Ça, c'est un aspect des choses. Autre aspect des choses, nous sommes tous le fruit de notre histoire et de notre géographie. J'ai en moi l'héritage, certes, génétique de mes arrière-grands-parents, mais j'ai aussi en moi un héritage culturel. On n'a pas besoin d'avoir rencontré son arrière-arrière-grand-parent pour penser plus ou moins comme lui. Et l'Europe, qui se réclame judéo-chrétienne, est l'héritière d'un monsieur comme le comte Arthur de Gobineau, qui a écrit un livre où il parle de l'inégalité des races. Vous avez Emmanuel Kant, qui a fait une classification de ce qu'ils appellent les races. Quand bien même les biologistes les plus éminents d'Occident ont dit qu'il n'existe que la race humaine. Il y a une seule race, c'est la race humaine. Ces gens continuent à dire qu'il y a 4 races. La leur en premier, la race blanche, et nous en dernier. Les autres un peu au milieu. Donc, Binoba Chinois, Arabe, le reste, nous, on est aux extrémités. Ça, c'est la doctrine européocentriste. C'est comme ça, non, mais c'est comme ça qu'ils ont été éduqués. Il y a quelques gens, les savants de bonne foi, comme disait Cheikh Anta Diop, des gens brillants, intelligents, qui sont capables de discuter avec Romy Kokilas parce que c'est un homme, point. Ils ne vont pas chercher à regarder la couleur de peau. Mais
on a une bonne partie de ces gens, qu'ils soient dirigeants, qu'ils soient chanteurs, qu'ils soient footballeurs, etc., pour qui c'est tout à fait normal qu'à la frontière, on fasse un tri. Vous les nègres, vous restez. On verra ce qu'on pourra faire de vous. On verra. Il y a des bombardements. Non, mais ça, on verra parce que, vous savez, la notion, l'expression être humain, nous quatre ici, nous sommes conscients, tout homme est homme. C'est universel. Elle n'est pas si universelle que ça, attention. Barthélemy Boganda c'est là que l'Afrique se trompe souvent. Barthélemy Boganda le disait en sango, Zokwezo, tout homme est homme. Tout est mort. Regardez en Haïti, la distance entre Haïti et l'Afrique. En Haïti, en créole haïtien, on dit tout le monde c'est moun, tout homme est homme. Tout est mort. Mais en Occident, ils n'ont pas forcément cette conception des choses. François Mitterrand disait quoi au sujet du Rwanda? Les gens étaient en train de se massacrer. Vous savez, chez ces gens-là, quelques millions de morts, ça ne représente rien. Donc, ne pensons pas que ceux qui font le tri aux frontières pensent que nous sommes réellement des êtres humains. Non. Je mets quiconque au défi de des sous-hommes. Il faut pas. Voilà. Maintenant, le problème, c'est la responsabilité africaine. Voilà. Vous l'avez dit en préambule. Vous avez cité plusieurs questions, j'ai répondu non, 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 non et non. L'Union africaine est une coquille vide. L'Union africaine n'a pas un train, n'a pas deux trains, mais a plusieurs trains de retard. Regardez la taille de l'État d'Israël. Un petit pays de 20 000 km². Dès qu'on touche à un cheveu d'un juif à travers le monde, Israël se lève. Instantanément. Je dis bien instantanément. Qu'il soit juif américain, qu'il soit juif congolais, si tant est que cela puisse exister, qu'il soit juif australien, l'État d'Israël se lève pour dire c'est un des nôtres. Absolument. Mais chez nous, s'il n'y avait pas ces vidéos, il n'y aurait pas ces indignations. Il a fallu ces vidéos. Il y aurait même des morts. Il y aurait même des morts. Oui. Pourtant, nous le savons, on suit l'actualité, on écoute les radios. Il y en a qui en parlent. Regardez la Libye. Lorsque j'ai dit ici au Congo qu'en Libye, le trafic négrier avait recommencé, il y a 4 ans environ, on m'a rigolé au nez. Ouais. Mais lorsque CNN l'a révélé, certains sont venus me voir en disant « mais finalement tu avais raison ». Mon problème, ce n'est pas d'avoir raison. Le problème, c'est que l'Union africaine doit mettre en place des mécanismes, des structures pour que, dès que ça arrive, on met en place un train de mesure. On ne peut pas laisser nos enfants... Ça, c'est un fils pour moi, celui qui passe. Ça me fait mal en tant que père de voir un gamin comme ça, qui a fait des milliers de kilomètres, parfois aux frais de la famille. La famille se sacrifie et ils se retrouvent... Regardez comment ils sont assis. L'espoir de la famille, en détresse. Merci vraiment, c'est trop pointu ce que vous avez dit. Comme vous avez dit, je vais parler dur et... Vous avez touché les cœurs, merci. Merci Romy, que je brûlais d'impatience là pour dire rapidement, en 2 temps 3 mouvements, ce que j'ai noté ici sur papier, 6 choses, mais je fais vite. La première, nous panafricanistes, nous déplorons le fait que l'Afrique soit toujours en quête de connaissances ailleurs. 60 ans après les indépendances, on n'a pas toujours fait de telle sorte que nous étudions tout chez nous. Donc on s'en va toujours ailleurs à chercher la connaissance, certes, mais jusqu'à l'an 7000. Il faudrait que les Africains apprennent à réfléchir déjà. Est-ce que même les générations futures iront toujours apprendre ailleurs à leur risque? Autre chose, s'il y avait des étudiants ukrainiens dans les universités d'Afrique en quantité, en quête de connaissances, je crois que l'Ukraine aurait fait attention à nos enfants là-bas. Parce que les leurs sont aussi ici. Mais puisque ce n'est que dans un sens... Hein? Excusez-moi, ce qui étonne, c'est que ces pays-là, c'est des pays de l'Est. Ce furent des vieux amis. Attention, attention. Monsieur Ruud Kokilas, rapidement. C'est des vieux amis. Monsieur Kokilas, si vous cherchez des biographies de Marcus Garvey en français, les premières biographies ont été écrites par un Togolo béninois, Tetevi Adjolo. Alors, je ne me souviens plus de son nom exact. Vous lisez, j'ai discuté avec ce doyen, je ne sais pas s'il vit encore, s'il vit, il doit avoir 94 ans. J'ai discuté avec lui un jour, il m'a dit ceci. Nous étions arrivés à Paris pour étudier. Nous avons vu le contexte. Nous étions quand même dans les pays qui nous colonisaient. Quelqu'un qui en a 28, c'est pour vous dire qu'à l'époque, le Togo, le Bénin, étaient encore des colonies. Il dit, nous réfléchissions à comment libérer nos pays. Nous avions réfléchi, nous avons dit, il faut que nous envoyions des gens étudier à l'Est. Parce que le communisme semble bien, le marxisme, etc., etc. Il dit, je suis arrivé en Tchécoslovaquie. Ils étaient très gentils avec nous, ils étaient très humains. Mais nous avons compris une chose, nous n'avions pas les mêmes combats qu'eux. Et donc, ce n'est pas parce que, pendant des décennies, le Congo, le Bénin, le Mali, pour ne citer que ces 3 pays, ont envoyé des légions entières se former là-bas, que du jour au lendemain, ces gens vont devenir plus humains que l'Occident. Attention. En tout cas, on doit puiser, il nous reste quelques minutes. 1 minute seulement. Non, quelques minutes. Quelques minutes, donc on fait vite. On va gagner le temps. C'est ici l'occasion pour l'Afrique de se dire
quand ça brûle à ce point autour de nous, déjà des kilomètres, mais c'est à 2 pas de nous, hein, parce que le monde est devenu un village, quand la Russie parvient à mettre à genoux l'Occident, quand Satan de menace et tient en respect tout le monde, hein, mais quelle est la réaction des Africains? Est-ce qu'au moment où nous parlons, Romy, qu'il y a une cellule stratégique d'Africains qui réfléchissent déjà? Et si on tournait Satan de vers l'Afrique, hein? Si déjà les États-Unis et l'OTAN n'arrivent même pas à épauler celui-là qu'ils ont envoyé à la provocation, mais si ça regardait vers nous, sur qui nous pourrons compter? C'est ça la grande problématique. Quand nous voyons nos enfants errer comme ça, là, dans le froid, et que nous sommes à des milliers de kilomètres, incapables de les sauver, n'y a-t-il pas lieu de s'asseoir et de réfléchir? Donc nous, les panafricanistes, nous disons, l'Afrique doit... Que disent les ministres de la Défense de chez nous? Que disent les premiers ministres? Que disent les chefs d'État? Nous, les panafricanistes, nous leur disons, l'Afrique doit s'affranchir de la triple tutelle socio-culturelle et politique de l'Occident. Voilà. Sinon, elle va disparaître. Bon, nous allons repartir de l'autre côté, nous allons suivre la réaction, parce que là, M. Obambé a présenté la situation. J'ai beaucoup aimé lorsqu'il a touché ce courant, ce vieux courant européen, ce qui limite tout autour de l'homme blanc, autour de l'Europe, tout ça. Ça fera vraiment débat ici pour qu'on comprenne ces questions et ces faiblesses, ces limites que nous avons nous-mêmes, parfois d'être bombardés, comme j'aime dire, de ces vieilles idéologies. Surtout pour vous qui avez fait Sciences Po, vous savez. Voilà. Ça, franchement, nous allons discuter avec vous et avec les panafricains, les philosophes peut-être avec des penseurs sur la question. Alors, nous allons suivre la réaction de quelqu'un, un Français, qui a répondu, n'est-ce pas, au pouvoir français, qui a réagi, je veux dire, sur ce traitement de la race noire, la riche. Très bien. Président Macron, bonsoir. Je m'adresse à vous ce soir parce que j'ai entendu votre discours sur TF1 et vous avez notamment utilisé la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Vous avez parlé de liberté en disant que nous devions de défendre les Ukrainiens de ce manque de liberté que les Russes viennent les envahir et je suis entièrement et totalement d'accord avec vous. Par contre, vous avez aussi abordé la fraternité et l'égalité et là, je suis absolument pas d'accord avec vous. Monsieur le Président, aujourd'hui, il y a des Africains qui sont bloqués en Ukraine. Personne n'en parle. Les Polonais n'en veulent pas. Ils peuvent même pas monter dans les trains parce qu'ils sont réservés aux Blancs et aux Ukrainiens. Ces gens-là font des kilomètres et des kilomètres à pied pour se faire rejeter à la frontière polonaise et l'Europe n'en a strictement rien à faire. Oui, absolument. L'Europe n'en a strictement rien à faire. L'Europe nous explique, on nous explique qu'on va donner des visas de réfugiés politiques de 90 jours aux Ukrainiens, à tout Ukrainien qui franchira Schengen pour venir se réfugier des bombes et de la guerre. Mais par contre, l'Africain, lui, il arrive à la frontière polonaise et lui, il doit rester au front, devant les Russes, à se faire buter. Non, stop, stop. Je crois qu'on a oublié les tirailleurs sénégalais qui nous ont défendus, on a oublié l'histoire, et surtout, quelle que soit l'histoire, un Africain est un être humain. Alors la légalité et la fraternité, c'est aussi de donner des Schengen provisoires à tous les migrants qui vivent en Ukraine, à tous ces Africains pour qu'ils viennent en Europe se réfugier et qu'on les accueille comme les Ukrainiens et comme des êtres humains et comme ils se doivent. Merci, Président Macron. Wow. Alors, avant de continuer, avant de revenir, en tout cas, là, il a parlé comme un panafricain, ça m'étonne. On est d'accord. Ça m'étonne, en tout cas. Je comprends. Alors, Ted Koppel, avec toi, voilà, tu es proche de la question, tu es en contact avec ceux qui sont en Ukraine, tu nous as dit. Alors, qu'est-ce que tu en penses d'abord, avant tout? Ce qui concerne le racisme, il faut tout simplement retenir que la peau noire n'a souvent pas été la bienvenue hors de son continent. Vous n'avez qu'à voir, ou nous n'avons qu'à voir comment les jeunes qui traversent la Méditerranée sont reçus, sont traités dans les pays d'accueil. Donc, les commentaires que moi personnellement j'observe sur les plateaux de télévision européennes, je pense que c'est teinté d'hypocrisie. C'est juste une façon de vouloir créer un peu de l'antipathie auprès des Africains, question de leur montrer
comment la Russie traite les Noirs en Russie, comment l'Ukraine est en train de traiter les Noirs, comment la Pologne, etc., etc. Juste pour vouloir susciter des Africains un sentiment de mépris à l'égard de la Russie qui aujourd'hui tente de venir à la rescousse de certains pays africains en difficulté sur le plan sécuritaire, hein. Le Mali, la RCA, vous savez, la Russie tente tant soit peu d'apporter une solution assez efficace que la France n'a pas pu pendant plus d'une dizaine d'années. Donc je pense que nous ne sommes pas amnésiques pour vouloir comprendre que le racisme existe depuis longtemps, que ce soit en France, que ce soit ici aux États-Unis, et personne n'en parle. La France, en France, vous avez un Éric Zemmour qui ne cesse de parler, de nous prouver ses instincts racistes, hein? Mais personne n'en parle. Pourquoi aujourd'hui on veut nous montrer que c'est la Russie qui est contre les... Oh là là, il est parti. Alors, Osoma, je vous en prie. Richard, vous m'avez dit, vous nous dites que vous êtes déjà en déplacement, vous êtes en train de partir, mais je vous en prie, dites-nous ce que vous en pensez. Et surtout que vous étudiez là-dessus, est-ce une réalité culturelle? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Y a-t-il une solution? L'Ukraine est une société peu inclusive pour les communautés noires d'Afrique qui se trouvent présentes sur le territoire. On ne peut pas dire que l'Ukraine soit un pays raciste, non. En revanche, il y a eu une insuffisance des activités culturelles pour combattre ce fléau. Parce que les étudiants africains qui se sont retrouvés à la frontière, à qui on a refusé le passage, parce que la priorité était donnée aux Blancs. Cela révèle l'insuffisance des éléments culturels, de représentation sculpturale, cinématographique, et même des spectacles de danse dans la capitale ukrainienne, comme d'ailleurs en Pologne, en Roumanie et toute l'Europe centrale. Et la plupart des Africains qui se trouvent sur le sol, ils le sont pour des raisons d'éducation, le cas des étudiants, ou bien pour des raisons professionnelles, le cas des catégories sociales qui viennent pour la formation de perfectionnement, et après les représentants diplomatiques. Donc c'est un combat culturel que nous devons mener avec les représentants diplomatiques présents sur ces territoires-là, Kiev, Varsovie, Roumanie, et toute l'Europe centrale et puis l'Europe de l'Est, pour que nous puissions combattre ce fléau. Parce que les autres sociétés de l'Occident, ils ont su éviter un peu ce problème-là à part des institutions juridiques. Le cas de Londres, où il y a de fortes communautés africaines, le cas de Paris, de Berlin, et puis un peu plus loin, Montréal, New York, etc. Voilà, donc c'est un combat culturel pour éradiquer ce phénomène, pour que les Africains en Europe de l'Est ne se retrouvent pas en milieu comme hostile. En tout cas, nous allons terminer avec Maître Morillo et nous reviendrons pour le bon sur notre plateau. Je comprends que c'est un combat. Est-ce que le son de cloche passe pour tous les Africains, franchement? Là, je parle comme un panafricain. En tout cas, Maître Morillo, votre avis à propos sur le racisme en Ukraine. Alors, il faut savoir que la tradition russe, c'était de recevoir beaucoup des étudiants africains depuis les années 60. C'est l'un des rares pays, pour ne pas dire l'unique pays de l'Europe, dont une université porte le nom d'un Africain, parce qu'il y a une université Patrice Lumumba à Moscou. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose d'assez important. Même la France, qui a une longue tradition avec les pays africains, il n'y a aucune université ici qui porte le nom d'un Africain. Donc les Russes, ou tout au moins les Soviétiques, avaient l'habitude de former beaucoup des étudiants africains. D'ailleurs, une partie de l'élite africaine a été formée à Moscou, que ce soit sur le plan civil ou sur le plan militaire. S'agissant par exemple du Congo-Brazzaville, il y a eu beaucoup d'étudiants qui ont été formés en Ukraine, et pourront vous dire qu'au temps de l'URSS, il n'y avait pas le racisme. Il s'avère que depuis que le mur est tombé, et début des années 2000, lorsque les Américains se sont rapprochés de ce pays, ils ont renversé le président Yanukovych, qui était élu démocratiquement. Ils ont installé, j'oublie le nom de ce président, et ils ont mis en place une milice raciste. Mais ça c'est connu, cette milice-là. Même les Ukrainiens qui sont russophones se plaignent du comportement de cette milice. Donc cette milice-là
Je vais essayer de trouver une vidéo d'une étudiante nigériane qui a témoigné du racisme qu'ils ont vécu, qu'ils ont vécu à Kharkov, à Kiev et à Mariupol, je crois. Ils s'en cachent pas. Et je lui disais, c'est que il y a eu une résolution des Nations Unies qui a été déposée pour dénoncer ces milices racistes. Malheureusement, les États-Unis ont posé leur veto, ainsi qu'il y a un seul pays qui avait voté contre, c'est l'Ukraine. Donc vous comprenez, c'est quand même assez bizarre parce que le président ukrainien, le Zelensky, c'est un juif. C'est quand même assez étonnant que dans un pays dirigé par un juif, qu'il y ait des mouvements racistes tout simplement parce que c'est une politique américaine pour pouvoir, en fin de compte, le but de ces milices, c'était exacerber la haine contre les russophones. Alors, s'agissant de l'attitude des pays africains par rapport à la résolution des Nations Unies, alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire parce que faut pas oublier que l'Afrique, c'est une sphère d'influence des Français. Mais lorsqu'on voit les pays francophones, la façon dont ils ont voté, il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi se poser des questions dans la mesure où vous avez d'abord certains États qui ont voté les sanctions. Parmi les pays qui ont voté les sanctions, vous avez la RDC, vous avez la Côte d'Ivoire. Bon, la Côte d'Ivoire, il ne faut pas s'en étonner. Vous avez en Côte d'Ivoire quelqu'un comme Alassane Ouattara, qui est un vassal vraiment des Européens, qui est un petit toutou des Européens. C'est-à-dire qu'il y a même d'autres États africains qui font semblant, mais lui, voilà, c'est un peu le mercenaire des Africains. Vous avez la RDC. La RDC, on se pose des questions, très franchement. Il suffit d'aller sur Internet, vous tapez, vous allez voir, en Afrique, il y a des pays qui sont en jaune, qui se sont abstenus, ceux qui sont en vert, qui ont voté pour, et puis il y a ceux qui ont voté contre. Hein, ceux qui ont voté contre, en tout cas en Afrique, c'est l'Érythrée. Alors, tout est dit en tout cas. Alors, je vais commencer par là, et nous allons faire chuter voilà, notre Antonov. Alors, que dire des États? Qu'est-ce que vous allez dire aux États africains au regard de tout ceci? Très bien, je commence par dire que j'aime Maître Kilas. Je l'aime beaucoup parce que là, il est objectif. Droit international. Il est panafricaniste certainement. Bon, voilà ce que je vais dire en 2 temps, 3 mouvements. 2 éléments me restent ici à dire. Pourquoi les États africains réagissent en rang dispersé? Très bien. C'est-à-dire, il y a des étudiants venus du Gabon qui sont attaqués. Nous attendons que le gouvernement gabonais agisse. C'est des Congolais, on veut que Brazzaville réagisse. Mais non! Tant que nous réagissons comme ça, ça ne fait ni chaud ni froid aux autres. Ils continuent à marcher sur nous parce qu'ils savent que l'Afrique, c'est 54 États, je ne sais pas, 56 désormais, puisqu'on nous découpe chaque fois. Bon, c'est ça. Et puis chacun dans son coin. Nous ne pourrons pas réussir à sécuriser nos enfants. Parce que si on touche un enfant ghanéen et que c'est toute l'Afrique qui réagit, comme fait l'OTAN, à ce moment-là, ils ont peur. Même l'Ukraine va avoir en face d'elle toute l'Afrique. N'est-ce pas? Mais quand c'est bon, est-ce que Colline Makossa a déjà envoyé l'avion prendre nos enfants? Voilà, on rentre dispersé. Donc je termine en disant, l'Afrique doit s'unir ou périr. Comme Kwame Nkrumah l'avait dit. Un mot. Ok, donc moi je tenais juste à préciser que hier c'était la SDN et les faiblesses de la SDN nous ont amenés à venir vers l'ONU. Et la seule question qu'on se pose aujourd'hui, nous nous disons, est-ce que le droit international humanitaire n'a-t-il pas atteint ses limites aujourd'hui? Pour qu'on puisse essayer de parler à autre chose. Où met la mettre? Problématique. Oui, Obama, je suis avec toi. Un mot vraiment. Il faut se projeter. Les Africains doivent s'organiser. On doit créer des centres où on fait de la prospective, où on fait de la géostratégie. Il faut se projeter chaque jour. Ce conflit était annoncé, les Africains n'ont pris aucune mesure. On fait un peu le médecin après la mort, lorsque les constats sont déjà faits. Mais puisqu'on doit apprendre de nos erreurs, il est maintenant temps que nous nous relevions et que cette Union africaine, ou elle disparaît, ou elle se réforme complètement. On ne peut plus continuer à vivre ainsi. Vous savez, un nègre est un nègre.
Le 24 avril 2016, nous sommes à Conakry, lorsque Papa Wemba meurt. Vous savez ce que font les Guinéens? Ils viennent vers nous. Nous étions une délégation du Congo de la rive droite. C'est un exemple, voilà. On doit chuter. Ils sont venus vers nous pour dire, ouvrir un livre de condoléances. Nous, on a essayé de leur dire, ils ont dit c'est le Congo. Hop, l'Afrique est unie. Voilà qui a été du déballement de notre grand sujet sur l'Ukraine et avec crochet, le racisme qui a été traité ici par certains amis de Paris, Maître Moril, et bien d'autres que je venais de citer ici, les Ponel, les Osoma et puis Ted Koppel. Alors, j'ai reçu sur ce plateau deux panafricains, Obamé et Alexis Bongo, et un juriste, en tout cas, défenseur des droits de l'homme. C'est dans cette ambiance que nous avons eu à traiter cette émission. Donc, au revoir chez vous, à la prochaine fois. En tout cas, merci au nom de l'Afrique.